Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur ce 23e live sur Bubble. Je suis Thomas Mourier, je suis le rédacteur en chef de Bubble et je suis très heureux d'accueillir Baptiste Pagani qui apparaît à l'écran. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors tu es venu nous parler de ton dernier album Les Lames d'Ashura qui est paru chez Ankama sous le label 619. C'est un one-shot qui est paru donc fin janvier qui raconte le destin d'une famille de bandits de grand chemin dans une sorte d'Asie revisitée. On est entre la science-fiction, le western, le cinéma bollywoodien, dans un mix d'influences à la fois thématiques mais aussi graphiques. Et en parallèle de notre discussion, je vais mettre des planches à l'écran pour que vous puissiez voir ça. Je commence par la couverture qui apparaît. Et donc à travers les combats des trois personnages, Shota, Ikari et Osman, la bande dessinée se penche sur la place de la culture, sur la foi, sur la filiation, sur la guerre. Et on va évoquer tout ça ensemble. J'ai mis le trailer de la BD en intro. Et j'en profite pour revenir sur ton parcours. Toi, tu as commencé par l'animation, c'est ça, par du storyboard? Storyboard, mais pas exactement dans l'animation, principalement dans la publicité. Ouais. J'ai fait des études de communication visuelle je me suis dirigé assez vite en interne dans les boîtes de pub pour devenir ce qu'on appelle Roughman storyboarder, et ensuite un peu en freelance. Et là, j'ai fait un petit peu d'animation également. Mais oui, il y a le storyboard au sein de tout ça, Et du de mon coup, parcours. qu'est-ce qui t'a décidé, qu'est-ce qui t'a poussé vers la bande dessinée à bifurquer un petit peu? J'avais envie de faire ça quasiment depuis le début. Moi, les deux trucs que je voulais faire étant gamin, c'était jeux vidéo et bande dessinée. La bande dessinée, je savais très bien qu'on ne pouvait pas y arriver comme ça d'un coup en sortant des études et enfin, j'avais tout intérêt à me sécuriser un travail un peu plus classique, en tout cas avec le dessin, avant d'essayer. Ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai commencé véritablement à tenter ça quand j'ai eu un stagiaire. Quand je travaillais chez TBWA, j'ai un stagiaire de l'EPSA qui s'appelait Michael Moon, qui bossait pour un fanzine qui vendait à la Japan Expo. Ça m'a fait un petit déclic. Je me suis dit, tiens, moi, ça faisait pas 10 ans que je travaillais, ça faisait 6 7 ans. Et il y avait l'espèce d'énergie qu'il avait de création dans ce fanzine avec tous ses potes de l'EPSA qui montaient ça. Ça m'a redonné envie de recréer des trucs véritablement et puis de me rapprocher de ce que je voulais faire à l'origine. Donc ça, c'était vers 2011-2012 et je me suis remis à faire un petit peu de la BD de mon côté, à publier deux, trois trucs en ligne et à participer à ce même fanzine qui s'appelait le Shonen Jump, en référence au Shonen Jump original. Et du coup, c'est parti un petit peu comme ça, et j'ai rencontré un petit peu tous les gens avec qui j'ai bossé après, Guillaume Singelin, Violaine, Bria, etc. Tout ça, plein de gens du, euh, des futurs collègues de la BD ensuite, Thomas Rousière, etc. Voilà. Et du coup, tu as participé du coup à plusieurs histoires courtes chez Ankama pour Doggy Bag ou pour Midnight Tales. Du Oui. coup, tu avais eu envie de faire des histoires courtes pour te lancer un petit peu ou c'est une proposition de leur part? Ah, c'est une proposition de leur part. Enfin, moi, j'avais montré un petit peu au label et à Encadrement en général et à différents éditeurs. J'étais open pour commencer sur des trucs que j'écrivais pas forcément moi-même. Je venais pas forcément avec des projets à moi et je voulais me faire la main sur des projets. Effectivement, le format Doggy Bags est idéal parce que c'est un format court, hein, qui nécessite de l'investissement effectivement, mais qui permet de débuter correctement et pour l'auteur et pour l'éditeur. C'est le début d'une relation et ça se fait que sur entre guillemets 30 pages. Hmm. Donc c'est assez sécurisant. Et en plus, moi, Doggy Bags, le label, tous les membres du label, que ce soit Ron, que ce soit Guillaume, que ce soit Mathieu, Nayef et compagnie, c'est des gens que j'admirais déjà avant de faire de la BD. Donc j'étais très très content de pouvoir rejoindre un petit peu cette aventure. Et puis voilà, ça mettait un petit défi technique supplémentaire parce qu'il faut assurer quand on est là-bas. Donc voilà, c'est commencer par des histoires d'horreur dans Doggy Bags, ce qui est pas du tout ma cam entre guillemets de faire de l'horreur, de l'horrifique, etc. Mais Ouais. c'était un super boulot et ça m'a fait découvrir énormément de choses. Et avant les lames d'Ashura, tu publies The Golden Pass et ça faisait longtemps que tu réfléchissais à un premier album comme ça. Comment ça s'est fait en fait ce premier album? Golden Pass, comment ça s'est fait? Ça s'est fait après le premier Doggy Bags.
où j'essayais de présenter des projets avec le scénariste que j'avais à l'époque, enfin avec qui je travaillais à l'époque, avec David Asteda. Mhm. On essayait de présenter des projets mais moi de mon côté, je parlais de mon côté avec Guillaume Singelin, avec qui je partage une place en atelier. Et on parlait de beaucoup de choses, de culture, de trucs comme ça, de culture cinématographique. On échange beaucoup sur toutes les références qu'on a de ça. Et moi, je suis passionné de films d'arts martiaux et de Hong Kong des années 90. Tout ça, et je lui parlais un petit peu par petites touches de raconter une carrière d'actrice fictive pour rendre hommage justement à toute la période un peu Golden Harvest, des films de Jackie Chan, tout ça, un soir, il me dit, ça c'est un truc que tu devrais présenter à Ron, c'est un truc qui pourrait vraiment avoir sa place dans le label, présente, on sait jamais. Et je suis venu avec le dossier un jour donc à Roubaix, présenté à Ron, et ça lui a plu très très vite, et il m'a dit, ouais, on peut foncer, c'est tout à fait dans l'esprit du label, etc. Donc, on a revu plein de choses, on a vu un peu le format, moi c'était un truc que je voulais faire en 2 tomes à la base, etc. On a revu pas mal d'ambitions un peu différemment, mais globalement, le sujet, effectivement, et je me dis que ça a sa place dans les productions du label. Et du coup, c'est marrant parce qu'entre les deux, il y a une vraie filiation. Est-ce que tu peux dire un mot sur Jean, l'héroïne qui pratique le kung-fu, qui va être actrice, qui se débat dans un monde un peu de gangster finalement? Et on sent que c'est des ingrédients qui ont infusé pour arriver plus tard au personnage des Lames d'Ashura. Oui, oui, je les mets pas en relation directe, ces deux œuvres. Pour moi, elles sont ultra différentes, mais effectivement, oui, il peut y avoir de l'affiliation dans le côté arts martiaux. J'ai l'impression que j'en ferai toujours parce que j'adore ça. Alors, j'en pratique pas, mais j'adore regarder des films, j'adore regarder des prestations, j'adore regarder des combats, des compètes, etc. Je trouve que le langage corporel, c'est un truc on raconte surtout en BD et en animation, autant de choses que plein de bons dialogues à travers un bon combat. C'est pas forcément que des gens qui se tapent dessus, il y a plein de choses à raconter par rapport à ça. Donc ça pourrait être l'affiliation, et puis le côté femme héroïne forte mise en avant. Et voilà, oui, donc c'est plutôt un amour du genre qui me fait faire des choses comme ça. Après, je dis pas que je ferai ça toute ma carrière non plus, j'ai peut-être envie d'explorer un peu d'autres choses par la suite que le combat pur et dur, mais pour l'instant, on me donne l'occasion de le faire, je le fais, quoi. Ouais, ça se sent parce que dans ton dessin, il y a beaucoup de travail sur les corps, sur la mise en scène du corps, sur les designs, sur les postures. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu as des influences sur ça ou c'est au contraire le manque qui te pousse à travailler sur ça, à réfléchir sur ça? Non, non, il n'y a pas de manque, au contraire, non. À l'heure, dans le monde dans lequel on vit, avec toutes les informations, tous les trucs qu'on est bombardé, etc., tout ça, ce serait hyper dur de dire ah ben non, je suis en manque de références et d'informations. Au contraire, j'en ai presque trop. Moi, mon boulot, il est influencé principalement par Yoshitaka Amano, le designer de Final Fantasy, par Terada, qui est aussi un designer, un illustrateur japonais, par de la peinture classique, l'art nouveau, Egon Schiele, évidemment, Gustav Klimt, et c'est des gens qui travaillent énormément le corps et de manière difficile, pas, j'allais dire difficilement reconnaissable, mais oui, il y a toujours une ambiguïté dans les designs, dans les corps, en tout cas sur la question du genre, et ça c'est un truc qui m'a toujours marqué euh, par rapport à ce que j'aimais. Et c'est un truc que je reproduis assez naturellement, et c'est parti pour les lames d'Ashura, c'est parti aussi de réflexions qu'on m'a faites, mais que j'ai jamais mal pris, qui était tes hommes on dirait des femmes et tes femmes on dirait des hommes. Je trouvais qu'il y avait un truc à faire par rapport à ça. Et au contraire, je trouve que c'est relativement une qualité en plus d'avoir un dessin assez flou là-dessus. Je trouve ça très bien. J'ai envie de pousser. Je le pousserai sûrement encore après pour les autres œuvres à venir. Et du coup, tu fais des galeries de personnages parce que du coup, dans l'âme de Shura, il y a énormément de personnages féminins différents, une quarantaine ou une cinquantaine, voire. Ouais, il y en a une soit 50, soit ouais, une cinquantaine, on va dire. Ouais. Et du coup, alors tu te fais quoi? Tu te fais des catalogues avec un peu des backstories? Comment tu les travailles en fait, tous ces personnages? Pour les lames d'Ashura, c'est un one shot, donc c'est 150 pages. À la base, moi, j'avais prévu ça en 3 tomes aussi, donc j'avais beaucoup plus de choses à raconter par rapport à ça, surtout sur la vie de la caravane principale des femmes. Il y a plein de designs que j'ai grattés depuis, je sais pas si 7 ans,
au fur et à mesure qui revenaient tout le temps dans mes carnets, etc. Qu'il s'agisse de la médecin du groupe très très musculeuse, immense, ou de la petite avec une coupe au bol, etc. Ça, c'est les persos que j'ai toujours dessinés. Donc au fur et à mesure, je leur développe des backstories, etc. Mais je savais pertinemment qu'en 150 pages, je pourrais pas en parler. Ou je peux en évoquer deux, trois petites choses, des clins d'œil parmi certaines, dans certaines cases, etc. Mais globalement, je savais très bien qu'il fallait que je me concentre sur les trois, quatre personnages principaux qu'il y a, Mhm. que je pourrais pas approfondir. Après, oui, on développe des comment dire, des designs. Je trouve, on a la chance en BD justement d'avoir le dessin, et le dessin évoque autant que des lignes de dialogue sur pas mal de choses. Donc, moi, je prenais pas mal de plaisir à faire des scènes de réunion, de feu de camp, de trucs comme ça pour montrer des tranches de vie et puis qu'on puisse se dire, tiens, elle, c'est marrant, elle est tout le temps avec elle aussi. Ah, elle, c'est plutôt celle qui fait la bouffe. Tiens, celle, c'est elle qui est celle qui bricole, c'est celle qui répare les armes à feu, etc. Et voilà, c'est beaucoup de suggestions et c'est ce que j'adore en BD de toute façon, c'est tout ce qui est entre les cases, tout ce qui est pas forcément raconté. J'ai presque même un problème avec les BD trop bien faites qui Mhm. racontent tout. Ça m'embête un peu parce que du coup mon imagination ne peut pas planer. Je préfère des trucs un peu moins finis des fois et un peu plus évocateurs. Et du coup, pour prolonger ça, il y a Pierre Arnaud qui te demande dans les commentaires, est-ce que c'est quelque chose de compliqué d'arriver à reproduire le mouvement d'une manière assez fluide ou il y a des difficultés particulières? C'est tout ce qui est autour du Euh, langage corporel. alors, oui, le langage, en tout cas pour les combats et puis la danse qu'il y a là-dedans. Alors je vais revenir un tout petit peu sur la danse dedans par rapport à la documentation. C'est une danse que j'ai créée, enfin créée, qui est pas du tout inspirée de danse traditionnelle, etc. Ce que j'expliquais dans d'autres interviews, c'est que c'est inspiré de mouvements de ce qu'on appelle le voguing, qui est une danse de club des années 70-80, qui est très sur le posing de podium, etc. C'est une danse extrêmement belle qui est très sur de la house music ou du disco, tout ça. Donc, pour en revenir à la question, le principal, c'est de se documenter tout le temps. En fait, faut regarder. Si on ne sait pas comment dessiner un coup de pied, ben on regarde des films où il y a des coups de pied. Mhm. On regarde des compétitions, on regarde ce qu'on veut. Faut déterminer aussi comment se battent les personnages. Un judoka va pas du tout, enfin un judoka déjà va pas forcément mettre de coups de pied, mais un karatéka va pas mettre un même coup de pied qu'un pratiquant de wushu. Il va pas se tenir de la même manière. Il va pas non plus avoir le même physique. Ça aussi, c'est un truc qui était important pour moi dans les lames d'Ashura, c'était de répondre à la problématique de la représentation du corps féminin qu'on a en général, très standardisée, ou même dans des jeux de combat ou dans de la bande dessinée, quand vous avez des héroïnes guerrières, elles sont toutes archi bien gaulées, avec et hyper fines, etc. Et moi, je voulais représenter le plus possible de corps différents, qui est des grosses, des musclées, des grandes, des baraquées, des toutes petites, des maigrichonnes. Et non seulement ça m'éclate, et en plus, je trouve il faut le faire. Il Mhm. faut que les gens puissent se reconnaître un petit peu là-dedans. Donc, j'ai dévié de la question, désolé. Mais pour en revenir moi, ça me paraît pas dur, mais peut-être parce que j'ai bouffé énormément, et je continue à utiliser des références. Je suis toujours pas sûr à 100% de savoir dessiner un bon low kick ou ou une bonne prise de judo, etc. Donc tant qu'on a de la doc, en fait, il y a rien qui est impossible. Et puis après, j'ai toute mon éducation manga qui a énormément contribué à ça. Moi, je consomme des mangas depuis que je suis gamin et ne serait-ce que ce soit Dragon Ball, Apple Seed, One Piece, etc. C'est des modèles et des modèles de dynamisme et de voilà. Donc j'ai de quoi faire entre guillemets avec tout ça. Et du coup, est-ce que tu fais aussi beaucoup de carnets de croquis ou du coup le fait d'observer par rapport aux films et aux œuvres manga, ça suffit un peu à nourrir un peu des idées de position, de choses comme ça? Alors, pour être tout à fait transparent, le carnet de croquis, j'en fais toujours. J'essaye, mais avec la production de planches, le boulot en général, j'ai de moins en moins le temps de faire des recherches. Enfin, j'en fais toujours pendant certaines périodes, mais j'ai une pratique beaucoup moins assidue qu'avant. Mais effectivement, c'est un impératif, le carnet de croquis. J'enseigne, moi, à côté, le storyboard, etc. Je dis à tous les élèves, c'est le truc principal à avoir, c'est le carnet de croquis. Pour tout le temps être en train de noter, faire du dessin de synthèse, s'inspirer.
En gros, c'est un entraînement, c'est vraiment l'équivalent, je sais pas, en sport du footing, quoi. Donc oui, c'est hyper important et de noter, de tester des choses, de regarder, de voir comment on fait. Je rajouterais même que pour un dessinateur de BD, et moi c'est quelque chose, je dis ça comme conseil alors que je l'ai pas assez fait, c'est bien d'avoir des carnets de croquis pour s'entraîner déjà à faire des BD dedans, à découper des actions en cases, etc. Je connais des gens qui le font depuis le début et ça m'a toujours impressionné. Je dis ça, c'est des gens qui sont faits pour faire de la BD parce qu'ils font déjà de la BD de base dans leur carnet, même si c'est pour faire 1 ou 2 pages. Et voilà, donc oui, voilà. Et du coup, pour revenir à ça, tu proposes, enfin, le label 619 propose un gros carnet de croquis en fait numérique Ouais, gratuitement, un cahier graphique, ouais. ouais, cahier graphique qu'on peut récupérer en ligne. Est-ce que ça c'était une volonté de ta part? Comment ça se passe avec l'éditeur? Comment vous décidez de mettre ça en place? Moi, je leur ai proposé au tout début, je leur ai dit, écoutez, moi, le Ikari, Shota, Osman, ça fait, je sais pas, 6 7 ans que je les bosse en off. C'est passé par plein d'étapes. Il y a eu de la piraterie traditionnelle, il y a eu des mercenaires un peu Mad Max, etc. Ils sont passés par plein de trucs. Je leur ai dit, moi, si vous voulez, je propose aux gens un cahier graphique étendu. Je sais pas combien de pages de recherche j'ai pu avoir, mais je trouvais ça dommage de pas en faire profiter les gens parce que ça montre aussi un peu la jeunesse du projet, ça montre aussi les influences, par où c'est passé, et surtout comme je pense pas ni faire de spin-off, ni faire de suite, ni quoi que ce soit au Lame d'Ashura, vu que c'est un one-shot, et c'est une manière de prolonger un petit peu l'univers et l'expérience. Et pour les gens, si ça vous plaît, si la BD vous plaît, que vous avez envie de rester un petit peu plus sur le continent de Kalandra et puis l'univers qui s'en dégage, en fait, il y a ce cahier-là en plus. Et du coup, le mettre gratuit à disposition en PDF, ça nous semble être la moindre des choses, quoi. Ouais, mais du coup c'est génial parce que c'est assez atypique. Du coup ça rejoint un peu cette démarche de montrer ce qu'il y a derrière le capot qui est assez super. Et justement, Mm. avec les éditeurs, comment tu as travaillé ça? Parce que tu disais que c'était une trilogie au départ que tu as réunie dans un one-shot. C'est toi qui as choisi ça ou vous l'avez bossé ensemble, ça? Alors moi je suis venu avec mon idée de faire trois tomes, dont le premier qui s'appelait la guerre, le deuxième la foi, le deuxième la danse et le troisième la foi, donc qui sont des chapitres des Lames d'Ashura. Et il y a entre guillemets la réalité éditoriale. Moi je suis jeune auteur, Golden Pass c'est ma première BD, donc ça c'était ma seconde. La série, c'est très très compliqué à faire parce qu'il faut être sûr d'accrocher un public dès le début, parce que si vous vendez pas votre premier tome, les 2 autres se cassent la gueule, c'est la descente aux enfers. Et en gros, moi, j'ai aucun mal à retravailler un petit peu mes ambitions et de réduire un peu. Au final, je me dis, bon, est-ce que je peux pas le raconter en 150, 180 pages? Si, en fait, je peux largement le faire. Je ferai des coupes sur des choses. Il y a des moments qui seront un petit peu moins longs, etc. Ça va donner ce côté qu'il y a, je trouve, dans les Lames d'Ashura, qui est extrêmement tambour battant et rapide. Et donc, je pense que ça se lit assez vite. Euh, mais je pense que au final, c'est presque mieux pour tout le monde de pas trop. Je préfère faire plusieurs BD qui parlent d'autre chose. Après, ou alors plus tard, peut-être me lancer dans un truc quand je serai véritablement sûr d'avoir un lectorat qui suive. Que de me lancer dans un truc que je vais regretter parce que premier tome il s'est pas vendu, donc on coupe au deuxième, Mhm. etc. On fait une espèce de monstre de Frankenstein qui marche pas à la fin. Et ça, Ron et les autres, Guillaume, tout ça en sont tout à fait conscients. Et du coup, c'est une décision qu'on prend au début, on nous l'impose pas, mais on essaye de voir. C'est une industrie, hein, la bande dessinée, donc faut réagir aussi en fonction. Faut d'abord véritablement faire en tant qu'auteur ce qui nous fait envie, évidemment, pas se forcer à faire un truc parce que ça marche, mais il faut aussi avoir la réalité économique du truc. Si on fait un truc où on sait désespérément que ça va pas marcher, autant pas le produire, autant pas encombrer les bacs à librairie qui sont déjà encombrés avec des trucs qui marchent pas, quoi. Ouais. Et du coup, comment ça marche avec les relations avec le label 119? Ils sont plusieurs à donner leur avis. Tu soumets un peu ton storyboard. Comment vous travaillez en fait par rapport à un Alors, éditeur? avec le label, donc depuis le changement, donc historiquement, c'est Ron qui était directeur de collection du label 619, et depuis, que je dise pas de bêtises, un petit peu plus d'un an, il a enrichi le comité éditorial. Le label est devenu indépendant par rapport à Ankama, et c'est maintenant 4 auteurs, Mathieu Bablet, Guillaume Singelin, Florent Maudou et Ron, qui se répartissent certains projets.
alors les leurs déjà, effectivement, et qui s'occupent de gérer d'autres auteurs. Moi, pour le coup, quand j'ai été proposé les lames d'Ashura à Ron, il m'a dit ok, mais moi je peux pas te suivre sur ce projet parce que c'est pas du tout mon univers, le côté fantasy, etc. Tout ça, moi je peux pas suivre ça. Il fait ça me plaît, mais je pourrais pas te suivre dessus. Il me fait si tu me trouves quelqu'un pour te suivre sur le projet, je te le signe. Et il Hmm. savait très bien que bah voilà, moi, je partage un atelier avec Guillaume. Il y avait déjà Guillaume qui était Guillaume Saint-Gelin qui était OP sur le projet, donc il savait déjà que j'allais être suivi par Guillaume. Ensuite, il y a Mathieu Bablet qui s'est greffé un petit peu en termes de relecture éditoriale dessus parce que le projet lui plaisait et on a eu des échanges à trois dessus. Alors, c'était pas des échanges incessants parce que eux ont leur boulot aussi, ils ont leur propre production. En plus, bon, on était en période Covid, etc. Tout ça, donc pour se faire des Skype à répétition, c'était pas non plus le truc qu'enchantait tout le monde. Mais dans les étapes importantes de suivi, il y a effectivement le storyboard. Enfin, il y a le script au début, on en parle ensemble, etc. Moi, je présente un script, et après, il y a le storyboard, et c'est au storyboard où on fait la majeure partie des réglages, des retakes, etc. Ils n'ont jamais été trop invasifs. À chaque fois qu'il y avait des retakes à faire, c'était pour des choses extrêmement pertinentes, parce que c'est des auteurs d'expérience, entre guillemets, Hmm. plus que moi aussi, parce que moi, j'ai que 4-5 ans de production. Eux en ont bien une dizaine chacun dans les pattes, hein. Ça change beaucoup de choses. Et du coup, un véritable plaisir d'être un petit peu drivé. C'est superbe garde-fou d'avoir deux auteurs en plus qu'on admire. Et du coup, tu as une question dans les commentaires à propos du dessin. On a parlé pas mal de dessin, mais comment tu travailles alors? Tu travailles de manière numérique ou à l'ancienne sur papier? C'est un mix des deux. Je fais je me prends un petit peu la tête. Je fais tout. Je bosse avec donc un iPad. Sur tablette, je fais tout ce qui est storyboard, tout ce qui est croquis, tout ce qui demande un petit peu des changements, des modifications à la volée, tout ce qui est pas encore gravé dans le marbre, je le bosse sur ordi. Ensuite, j'imprime mes planches, mes croquis, une fois qu'elles sont passées au croquis, et je les clean au feutre pour avoir des originaux et puis pour me faire une étape sans me buter les yeux sur un écran au bout d'un moment. Repasser, donc j'ai dessus, et ensuite je rescanne et je passe la couleur sur ordi. Enfin, toujours sur iPad, hein, sur tablette. Et du coup, à propos des couleurs, c'est vrai qu'elles font très faites à la main. Du coup, tu travailles avec des textures, c'est ça? Ouais, ouais, Tu bosses ouais. comme ça? Oui, oui, c'est une texture mise dans un mode de fusion particulier. Il y a un boulot toujours un peu papier, ça fait un petit peu l'illusion parce que sinon c'est toujours un peu froid à l'ordinateur et voilà. Et tu bosses comme ça depuis le début? C'est ta technique depuis le début ou tu as évolué entre les deux albums? Non, la seule chose qui a changé, c'est l'outil de clean, de line. Pour Golden Pass, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré par le boulot de Guillaume Saint-Gelin sur PTSD, au point où je me suis dit, oh, tiens, je vais peut-être lui repomper un peu sa technique là, de cleaner au bic un peu léger. Dessus, ce qui fait que pour Golden Pass, vous avez une espèce de sensation, j'aime pas dire ça, mais de dessin pas fini, il n'y a pas tous les traits fermés, il y a de la couleur qui est un peu jetée de manière un petit peu aquarelle, il va y avoir des zones de blanc, des brillances, des zones volontairement qui est quelque chose que je regrette absolument pas. Moi, je suis très content du boulot sur Golden Pass, mais je sais très bien que pour le lectorat, on va dire moyen de BD, il y a peut-être ce côté un peu clivant qui veut dire oh là, ce dessin, ce type de dessin là, disons que c'est pas, ça fait pas fini, c'est pas terrible. Du coup, pour Ashura, je suis retourné à un truc un peu plus particulier. Je suis reparti sur un ancrage beaucoup plus poussé entre guillemets, avec des traits bien fermés, des volumes bien marqués, Mhm. beaucoup de détails avec des feutres fins au lieu d'un stylo beaucoup moins esquissé et une colo beaucoup plus remplie, beaucoup plus riche dessus. C'est ça qui a principalement changé. En gros, c'était une volonté de ma part d'envoyer un peu plus les basses sur celui d'après niveau dessin. Et du coup, c'est quoi à peu près ta journée type? Combien ça te prend de temps? Tu mets combien de temps à dessiner? Tu fais d'abord tout le storyboard, tout le dessin, toutes les couleurs? Oui, mais ça va bientôt changer parce que ça me fait péter un plomb de bosser comme ça. En gros, moi, ma journée, j'arrive à l'atelier 9h30, je repars en général vers 19h30 quand je peux, et sinon quand je vais chercher les enfants, je repars plus tôt. Mais donc c'est des journées à peu près moyennes. Je bosse rarement le soir à part quand j'ai besoin. Ça je le faisais en publicité tout le temps, faire des charrettes, etc. Et je me suis
Non, on va bosser dans de meilleures conditions. Je trouve que voilà, petit message, travailler jour et nuit, ça sert à rien. Enfin, Ouais. on bosse mal quand on fait ça. Par contre, faire des journées de 7 heures, 8 heures, 9 heures, machin, bah, ça marche bien. On peut largement produire suffisamment comme ça. Donc oui, pour Ashura, j'ai fait tout le storyboard d'un coup. Ça, c'est important, il faut tout le faire pour qu'on puisse avoir une vision globale sur la BD. Ensuite, après, je me faisais des sessions de 50 pages croquis, 50 pages ancrées, etc. Et par contre, toute la couleur, je me la suis gardée à la fin je sais pas, j'ai dû l'attaquer vers le mois de mars 2020, donc pile pendant le confinement et pendant la fermeture des écoles. Donc j'ai fait école à la maison plus couleur. C'était un plaisir. Mais oui, c'est voilà. La prochaine fois, je bosserai pas, je bosserai plus par petits paquets, de faire 10 planches, peut-être 10, 20, etc. pour un peu renouveler et pas tout m'asséner d'un coup parce que la couleur, au bout de 3-4 mois de couleur, hein, j'en pouvais plus. Je sais que Mathieu Bablet avec Carbone et Silicium avait à peu près le même feeling aussi Ouais. dessus et on s'est un peu dit plus jamais ça quoi. Ouais. Pour- Et du coup, je reviens aussi à l'univers. On a beaucoup parlé des persos, mais on n'a pas trop parlé encore de l'univers. Comment tu as imaginé un peu cet univers d'Asie fantasmé, inspiré ouais, par un côté Chine méridionale, par l'Inde c'était quoi tes influences en fait? Comment tu as eu ces idées-là? Alors ça c'est un truc expliqué dans le cahier graphique étendu. C'est un projet que j'avais commencé à dessiner au tout début, avant même d'avoir fait Doggy Bags. Quand je présentais les trucs, je présentais un projet qui s'appelait La Princesse et le Lion, qui était un truc qui inspirait des bouquins Art Nouveau, un peu Mille et une nuits. C'est un truc qui m'a fasciné. Alors ça vient de Yoshitaka Amano, que j'adore depuis étant gamin, le chara designer des premiers Final Fantasy. Et je me suis mis, il y a 10 ans, 10, 11, 12 ans, à trouver ses références à lui, les références qu'il utilisait. Et ces références, en fait, elles sont limpides à Yoshitaka Amano. C'est les illustrateurs Art Nouveau, début de siècle dernier, c'est-à-dire Georges Barbier, c'est-à-dire Léon Bakst, principalement Léon Bakst. Et en collectionnant plein d'images, plein de bouquins, plein de trucs comme ça, je me suis dit, oh, il faut absolument que j'écrive un truc là-dedans. J'adore cet univers, j'ai envie d'y vivre et j'ai envie de montrer cette espèce d'univers extrêmement riche, très très coloré, avec beaucoup de textures un peu partout. Donc déjà c'est parti de ça et je l'avais fait sur un projet qui n'avait pas trouvé preneur, qui s'appelait La Princesse et le Lion, qui se passait dans cet univers-là. Et ensuite, après, j'ai commencé à développer des personnages comme Ikari et Shota, qui au début s'appelaient Riki et Shota, qui avaient rien à voir avec cet univers-là, mais il y avait quand même au bout d'un moment, je me suis mis à mixer un petit peu tout. Et oui, bah, c'était la volonté de faire un univers. Alors, je profite de l'interview pour le dire, qui n'est pas post-apo. Hein. C'est pas du tout post-apo Ashura. C'est plutôt dans un univers évolution industrielle. Mais c'est pas du tout après un cataclysme ou après un truc comme ça. C'est un univers fictif, mais avec une technologie qui se développe. Mais je précise ça parce qu'on parle beaucoup de Mad Max Ouais. en termes de référence, ce qui est un truc que je rejette absolument pas. J'adore Mad Max, je trouve ça très bien, mais il y a une différence vraiment majeure dans le fait que ce soit pas post-apocalyptique. Ouais. C'est un univers en plein essor, etc. Et après, pour toutes les influences, pour revenir à la question, on regarde des motifs, on regarde comment sont. J'ai trouvé des danseurs du ventre turcs, donc j'ai regardé un petit peu des choses comme ça. Je regardais pas mal de trucs sur les jeux vidéo aussi. Les Final Fantasy, c'est une mine d'or absolue là-dessus. Plein de vieux RPG aussi. Voilà, on mélange un petit peu tout et puis on mélange tout ce qu'on aime un peu et puis on secoue au mixeur et puis on essaie de regarder ce qu'on sort à la fin, quoi. Et je rebondis sur Mad Max. En fait, je pense qu'il peut donner cette illusion. Je mets une planche à l'écran, c'est les attaques western, mais à moto. Peut-être qu'il y a un Oui, côté comme ça qui pousse à ça. Mais aussi peut-être le fait que tu proposes une science-fiction assez différente de ce qu'il fait d'habitude. En fait, d'habitude, quand on pense science-fiction, c'est très codifié. Il y a beaucoup de SF qui se ressemblent. Et là, je trouve que oui. c'est assez neuf. C'est pour ça que je voulais te demander tes références, parce que du coup, ça ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir en SF, quoi. Alors, moi, le côté SF, alors c'est pas que je le rejette, mais j'ai du mal à considérer que c'est de la science-fiction. Pour moi, il n'y a pas de science dans Ashura. Au mieux, c'est de la fantasy, je trouve. Ouais. C'est sans être de l'heroic fantasy classique, mais pour moi, ça a plus à voir avec de la fantasy, justement comme les Final Fantasy, qu'avec de la science-fiction. Pour moi, il est quasiment pas question de technologie, hormis l'histoire du train Mm. dedans, et qui est juste un vecteur pour montrer que les valeurs changent dans le monde dans lequel les personnages évoluent. C'est principalement pour opposer la technologie à la croyance.
à la religion, mais pour moi, on n'est pas véritablement dans un truc de science-fiction. Après, par rapport à Mad Max, effectivement, Mad Max, de toute façon, c'est un western, Mhm. c'est un western post-apocalyptique. Euh, Mad Max, effectivement, il y a les attaques de train à moto, enfin, en tout cas, il y a des peuplades et des caravanes qui se déplacent à moto, etc. Donc, à ce côté-là, la véritable influence par rapport à, si on parle de Mad Max, pour moi, justement, c'est un de ses dérivés, c'est Hokuto no Ken. Donc, c'est Ken le survivant. Ça, j'en parle à chaque interview parce que je trouve ça hyper important de parler de Ken le survivant, qui est une œuvre, pour moi, à laquelle j'ai envie de rendre hommage quasiment tous les jours dans tout ce que je fais. C'est une œuvre par rapport à Ashura, effectivement, elle est diamétralement opposée sur la question de l'inclusivité des genres, etc. Tout ça, on est sur un truc ultra machiste, viriliste des années fin 70-80 japonais. Donc il y a ça qui change. Par contre, sur le, le côté sentiment, le côté premier degré, le côté extrêmement expressif enfin, Hokuto no Ken, c'est trois écoles de karaté qui vont se partager la terre après un grand effondrement. Mais c'est des mecs qui chialent et qui regardent le ciel et qui meurent debout. Enfin, c'est extrêmement épique. C'est vraiment la guerre de Troie une version extrêmement moderne. Je sais très bien que les gens en retiennent principalement les doublages pourris qu'on a eu pardon, chez AB des catcheurs qui font atatatata. Effectivement, ça c'est tout un côté extrêmement nanar de Mhm. Hokuto no Ken, mais c'est un truc moi que j'épouse à bras le corps dans ce que j'aime parce que c'est extrêmement sincère comme œuvre. C'est vraiment le mec avait envie de faire ça. Il aimait les catcheurs, il aimait la religion bouddhiste, il aimait Bruce Lee et il avait envie de proposer un truc sur un récit presque biblique dessus. Il l'a fait et avec tous les défauts que ça peut comporter. Et moi, même si j'ai absolument pas envie de me comparer à un chef-d'œuvre pareil, en tout cas dans la démarche, moi j'estime que je suis là-dedans. C'est-à-dire Mhm. que voilà, je propose ça, c'est fait avec sérieux. À aucun moment je le fais en me moquant de ce que je suis en train de faire ou en faisant des clins d'œil à mon lectorat. Non, c'est voilà, c'est ça. J'ai envie de raconter ça donc c'est pour ça qu'il y a des dialogues assez crus, assez simples. C'est pour ça qu'il y a des personnages très expressifs. C'est pour ça que ça crie beaucoup, Ouais. que ça. Ah mais c'est ça, ça se sent. Et puis il y a un côté aussi, le code de conduite. Et justement, ça m'amène à te poser la question aussi. Il y a une sorte de direction dans les lames d'Ashura. Je dévoile pas, je fais pas de spoiler, hein, mais la culture, ça a une vraie importance à travers le destin de Haussmann. Est-ce que c'est un thème que tu as voulu développer ou c'est le personnage qui t'a un peu emmené? C'est un thème qui est venu, ce qui est venu au fur et à mesure. Effectivement, c'est le personnage qui me l'a apporté. Alors j'aime bien dire ça parce que ça donne ce côté un petit peu magique, le côté un peu démiurge de on a créé la vie, qui machin. C'est pas du tout ça, mais c'est effectivement En gros, moi, alors pour revenir un tout petit peu, et c'est un truc que j'explique dans le cahier graphique, le personnage de Hikari et de Shotal sont là depuis 6-7 ans. Elles vivaient des aventures ensemble dans les carnets de croquis, des aventures de chasseuses de primes, des aventures de pirates, de mercenaires. J'avais envie d'en faire quelque chose en BD, mais je savais pas quoi faire parce que c'était deux personnages que j'avais déjà catégorisés comme extrêmes, qui s'opposaient. Donc là, comme dans les larmes d'Ashura, il y en a une qui est hyper épicurienne, hyper jouisseuse, hyper arme à feu, hyper destructrice, et l'autre qui est très sur la réserve, qui est très comment dire ascétique, qui est Mhm. très moralisatrice, qui est très valeur traditionnelle, etc. Donc j'avais ces deux trucs-là. Je trouvais que deux personnages qui s'opposent, ça fait pas, j'arrivais pas à construire un scénario par rapport à ça. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'idée d'incorporer ce personnage qui allait faire des allers-retours entre les deux. Parce qu'il aime ses deux sœurs, quel que soit leur côté extrême. Et lui, je me suis dit, non, je peux pas le remettre dans un autre extrême différent. Donc on va le faire soit un peu en décalage et on va le faire apporter une troisième composante. Et pour moi, la troisième composante à opposer complètement à la guerre et à la fois, c'est l'art. Et Haussmann représente l'art et ce qui m'a permis de développer mes idées. Moi, j'estime que c'est au moins aussi important que les deux autres et que de toute façon, l'histoire nous a déjà donné raison par rapport à ça. Les œuvres d'art perdurent au moins autant que les guerres et que la foi. Ouais.
C'est un thème, alors je sais que tu disais les œuvres sont pas forcément connectées, mais dans The Golden Pass, il y avait Jean qui, elle, voulait percer dans le cinéma. Donc il y a aussi une question de l'art, parce qu'elle se voyait en train d'être actrice et de faire des grands films, mais elle accepte petit à petit des petits boulots qui l'en éloignent ou des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Il y a un petit peu aussi déjà cette réflexion-là, non, dans ton travail? Oui, 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 oui. Alors, encore une fois, c'est le personnage qui apporte ça. Alors, pour Jean, c'était dans Golden Pass, c'était prévu depuis le début, vu que c'était construit comme un Rise and Fall. De toute façon, sans spoiler la BD, c'est un personnage qui, à la manière de Rocky, même j'allais dire de Scarface, mais non, pas du tout. Mais c'est un personnage qui monte très haut et qui redescend très bas. Ouais. Ensuite, et c'est surtout l'important, c'est de voir comment on s'en sort après ça, comment on remonte, on re-remonte ou est-ce qu'on remonte pas par rapport à une fois qu'on est descendu. Donc c'est un archétype de truc que j'aime bien et effectivement le rapport à l'art et au truc dans Golden Pass, je voulais absolument parler d'un truc qui m'a toujours fasciné, c'est l'implication des cascadeurs hongkongais de l'époque dans des films. Ça, vous regardez n'importe quel bêtisier à la fin d'un Jackie Chan, Hmm. bêtisier, le nom est assez mal choisi. C'est des types qui sont capables de faire des chutes de 5-6 mètres sur le dos avec juste un petit coussin dans le dos parce qu'on doit pas trop voir ça à l'écran. C'est des types qui menacent de finir en chaise roulante toutes les 5 minutes. Et pourquoi? Pas pour conquérir un territoire, pas pour euh, défendre une religion, etc. Simplement pour faire du cinéma, pour du divertissement, pour divertir les gens, pour que des gamins comme moi, à 14 ans, quand ils voient Police Story, un mec se jeter de 4 étages d'un mall, et ben pour que ce gamin-là soit impressionné. Donc on a forcément envie de leur rendre hommage à ces fous furieux qui font ça. Et moi, mon personnage, c'est un peu sa caractéristique. Jean, elle est elle a plein de défauts dedans, mais il y a une qualité qu'elle a, c'est qu'elle est jusqu'au boutiste dans ce qu'elle fait. Elle se blesse, elle y va à fond la caisse tout le temps pour faire du cinéma, parce que c'est ce qu'elle a envie de faire, hein, tout simplement. Du coup, quand tu travailles sur ces albums-là, est-ce que tu as plusieurs projets en même temps ou à chaque fois tu es focus sur vraiment un projet ou du coup tu commences à développer d'autres choses en même temps? On est normalement, alors moi je conseillerais aux gens qui font de la BD ou qui débutent, etc., de toujours en avoir un pour pouvoir les enchaîner parce que c'est toujours très très long les périodes de signature et de proposition. Puis on n'est pas obligé on n'est pas sûr d'être signé à 100%. Donc normalement, il faut toujours préparer un peu un truc de rechange ou même simplement un ou plusieurs dossiers pour après. Après la réalité de la production fait que, enfin moi pour Ashura, j'ai quasiment rien eu le temps de développer à côté. Donc c'est un métier qui est très compliqué là-dessus parce il faut être sur plusieurs fronts pour pouvoir enchaîner les trucs et on a du mal en plus une fois que le projet n'est pas fini à passer intégralement sur autre chose. Ouais. Vraiment, enfin c'est très difficile. Moi j'admire. Alors plein d'autres auteurs te diront des choses différentes. Hein, te diront non, moi je suis sur 3-4 projets, ça me pose pas de problème. Moi je fais un webtoon, plus je fais quelque chose, etc. Il y en a qui arrivent. Moi j'y arrive de moins en moins. J'ai besoin de plus en plus de me concentrer. J'ai besoin de plus en plus. J'ai besoin de beaucoup moins papillonner sur des choses, d'être concentré à 100%. Non seulement, je pense, parce que je vieillis, euh, et qu'on est suffisamment distrait par des milliards de choses en ce moment pendant qu'on bosse. Moi, j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique, Hmm. etc. Tout ça. Et aussi, je pense, parce que plus ça va, plus j'ai envie de faire des albums beaux et bien faits, de progresser là-dedans, et j'ai besoin de plus en plus d'être concentré pour livrer des boulots encore mieux que ceux d'avant, pour me perfectionner, pour y aller. Je peux absolument pas faire ça par-dessus la jambe et faire 4 projets en même temps. Ouais. Donc moi, ça m'arrive encore maintenant, de refuser maintenant des projets, des propositions en me disant oh c'est bon ça, tu peux le faire à côté, c'est un petit truc. Non, je préfère pas. Ouais. Et Et c'est pareil, dommage, financièrement c'est dommage. et pareil, est-ce que tu as besoin d'avoir que le bouquin soit en librairie, d'avoir des premiers retours pour te lancer sur autre chose ou déjà quand même tu te dis allez, je m'attaque à Non, autre chose? non, non, ça pour le coup, non, j'attends pas d'avoir les premiers retours. Alors, ils sont importants pour après parce que ça me permet de voir ce qu'il faudrait peut-être que j'améliore, même si je mets pas tous les retours au même niveau, évidemment, mais je prête une attention quand même de voir ce qui a plu, ce qui a pas plu dans Ashura, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Mais par contre, une fois que le bouquin, une fois qu'il est livré, c'est même pas quand il est en librairie, c'est une fois qu'il part chez l'imprimeur. Ouais.
C'est pas que c'est plus mon problème, mais de toute façon, je peux rien y faire. Je vais pas faire revenir les bouquins en disant attendez, j'ai oublié de. Donc, je passe directement à autre chose. Je passe directement au projet, je me mets en plein dedans. Et après, justement, c'est une période un petit peu dure, un peu déprimante, parce que là, on a plus du tout le contrôle sur son bébé, et on l'a livré aux gens, Ouais. et les gens, on pense ce qu'ils veulent. J'ai de la chance, moi, les gens en pensent du bien de mon bouquin, je suis très content, enfin, de ce que je vois, en tout cas. Mais c'est un petit baptême du feu, ça. Mais du coup, on se protège en se disant, oh, c'est bon, je suis passé à autre chose, je suis sur un autre projet, c'est bon. Ouais. C'est une bonne manière de se protéger, ça, je trouve. Et du coup, c'est quoi alors tes prochains projets? Alors, tu as attaqué quelque chose déjà? Ouais, là je suis je fais de la jeunesse, démarre une série jeunesse aux éditions Ozu et je suis plus au scénario. Là, c'est Aurélien Ducoudray, donc qui a officié pour le label une paire de fois, en particulier avec Grosserie avec Guillaume Singelin. Et on fait trois tomes d'une série sur des jeunes qui jouent à des jeux vidéo, Ok. qui jouent aux jeux d'arcade, etc., qui rentrent dans une société secrète de jeux d'arcade. Voilà, et on va s'éclater à dessiner ça. Ça va être radicalement différent de ce qu'on a fait un peu avant, et surtout moi d'Ashura et tout ça. Donc même en termes de traits, mais c'est un super respiration, une super respiration après ce projet-là. Je fais complètement autre chose. Je vais dessiner autrement, enfin autrement. On reconnaîtra quand même mon style, je pense, mais j'attaque le truc complètement différemment. On s'adresse pas du tout aux mômes comme on s'adresse à des personnes plus adultes. Donc c'est chouette et j'espère que ça va contenter un peu tout le monde après, que tout le monde pourra lire, quoi. Et ça, justement, oui, quand tu dis tu dessines autrement, c'est que tu changes des choses dans la manière de faire la mise en page, la narration, ou c'est que même la technique de dessin? Oui, il y a tout. Il y a effectivement la narration va changer et puis là de toute façon c'est plus moi qui suis aux manettes du script, donc Ouais, c'est Aurélien. Moi ça me permet aussi de regarder comment bosse un scénariste confirmé. Vraiment, ça, je prends un peu tout ça. En termes de dessin, oui, moi j'estime que j'ai fait pas mal de tests un peu récemment. J'estime que dessiner de manière un peu plus ouais, synthétique peut-être, ça va me faire du bien aussi, faire des personnages peut-être un petit peu plus ronds, peut-être dessiner moins de veines à chaque bras des personnages, comme j'ai fait dans Ashura, ça le fera aussi, et puis rebosser différentes couleurs aussi. La couleur, moi je trouve que c'est ultra important, j'adore ça, j'adore ce ouais. boulot-là. Je sais qu'il y a plein d'auteurs, dessinateurs qui détestent ça, ou ça les intéresse pas, etc. Moi je trouve que c'est au moins aussi important que l'ancrage, que le croquis, que le storyboard. On raconte tellement de trucs avec cette partie. Donc là, voilà, nous on est en train de développer un univers un petit peu néo-rétro, on va dire, un peu années 80, 90, mais moderne quand même. Ouais. Mélange d'influences et tout, donc t'as un peu et pastel, fluo, je sais pas. Bon, on va voir et ça va être super. Et donc ça, c'est à horizon 2022, c'est ça pour le premier volume? Oui, on est en 2021. Oui, que je m'avance pas trop, mais oui, janvier 2022 pour le premier volume. Ok. Et Et ensuite une sortie, je crois, tous les 6 mois. tous les 6 mois? Ah oui, Ouais, il y a ça va trois presque tomes. Ouais. rapide, ouais. C'est oui, oui, et puis au final, pour moi, ça va être l'équivalent d'un one shot, quoi. Ok, ouais. Voilà, en termes de volume de pages, quoi. C'est 3 fois 50 pages, hein, donc voilà. Et juste avant, tu parlais de la couleur. Est-ce que c'est quoi le moment que tu préfères quand tu bosses sur un album, en fait? C'est quoi la partie la plus agréable? Euh, Et ben je sais pas, parce qu'à chaque fois que je passe trop de temps dessus, je râle sur chacune de ces parties et je dis à l'autre c'était mieux. J'aime toutes les parties pour ce qu'elles apportent. Après, il y a différentes manières dont le cerveau est sollicité par rapport à ça. L'exemple que je donne à tout le monde, c'est qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu écoutes comme musique pendant que tu bosses. Et ben ça dépend du truc. Quand je suis au script, au storyboard, je peux quasi rien écouter. Ouais, Ou alors c'est soit de l'ambiance ultra minimaliste ou de la BO de RPG Dreamcast pas connu du tout, un truc ultra ambiante. À partir du moment où je fais du croquis, là je recommence à écouter un petit peu des podcasts, des Twitch, à suivre un peu, à regarder des compètes de jeux de baston, trucs comme ça, parce que je peux faire les deux en même temps. Et l'ancrage encore plus, parce que du coup on commence à suivre, le cerveau est moins sollicité en tout cas sur la création, on suit un petit peu des tracés. C'est pour ça que le storyboard, je martèle un peu là-dessus à chaque fois, c'est ultra important parce que pour moi les 75% de la BD sont faites quand le storyboard est fait. ouais. Il y a déjà tout le blueprint de ce qu'il va y avoir fait après.
de ce qu'il va y avoir à faire après. Et la couleur, c'est la petite exception parce que c'est soit, alors là, vous pouvez écouter la plus grosse techno de la Terre, tous les trucs, limite faire 10 trucs en même temps parce que ça se passe bien. Et quand ça se passe mal, vous trouvez pas votre gamme de couleurs, là, c'est retour à l'ambiante hyper silencieuse, minimaliste, parce que Ok. sinon, c'est ultra dur. Il y a une partie où on choisit sa gamme par rapport à ce qu'on veut dire qui est ultra cérébrale. Et après, le reste, sinon, c'est no brain, c'est pot de peinture, et voilà. Et du coup, est-ce que tu parlais de podcasts et de choses comme ça, et est-ce que aussi tu lis beaucoup? Est-ce que tu lis beaucoup de BD? Est-ce qu'il y a des choses qui t'influencent? Est-ce que c'est des périodes où tu n'as plus envie d'en lire ou au contraire tu essaies de te nourrir de trucs assez différents? Je lis pas assez de BD, malheureusement, parce qu'on peut pas tout faire. Enfin, moi, ouais, il y a vraiment beaucoup trop de choses qui sortent. Après, j'ai souvent des gros coups de cœur BD, manga principalement. Enfin, non, je lis un petit peu de tout depuis quelques années quand même. Et puis, j'ai pas mal de conseils de super libraires. Je me suis mis aux comics Ouais. il y a pas si longtemps que ça. Bah, je n'avais jamais vraiment lu. Et, euh, et voilà, je cherche à commencer les X-Men, mais je crois que c'est une énorme connerie vu que j'ai l'impression qu'on peut pas commencer les X-Men. Mais non, j'ai lu énormément de trucs vachement bien. Récemment, je vois derrière dans ta bibliothèque, il y a Planète, qui est un chef-d'œuvre absolu, ça, Ouais. de SF. Là, je suis dans les Hip Hop Family Tree, là, de Ah Ed oui. Piscor. J'adore ça, je trouve ça hyper couillu comme truc. En plus, le hip-hop, c'est un truc que j'adore et je suis hyper content de revoir cette espèce d'encyclopédie un peu folle, hyper libre, hyper lâchée, hyper respectueuse, en même temps super pas respectueuse des acteurs du truc, tellement il leur fait des tronches pas possibles Ouais, puis toi dedans. qui aime la couleur, du coup lui il bosse vachement les couleurs quoi. Oui, carrément. Et puis, il y a ce côté, ouais, effectivement, texture, couleur. Il y a plein de trucs où il a des espèces de vernis sélectifs sur certaines cases et tout. Ça veut dire énormément de choses. Super boulot. J'ai eu Mister Miracle en comics que j'ai adoré, je trouvais ça hyper bien. The Private Eye aussi, ça Ouais. qui m'a fait découvrir Brian K. Vaughan, où j'ai été halluciné par la qualité d'un scénario d'anticipation. Et là, je me suis mis, alors je dis un peu en vrac, hein, désolé, hein, Ouais, non, c'est bien. mais et je me suis mis dans Doro et Doro en manga. Ouais. Je me rappelle plus le nom de l'autrice et qui est ma dernière claque. Le manga, j'en ai énormément lu. J'ai énormément lu de shonen quand j'étais plus jeune. Ma période shonen est quand même assez passée parce que j'ai du mal à retrouver. Pour moi, maintenant, il en reste qu'un que je suis assidûment, c'est One Piece, et je trouve que tout le reste, ça, c'est bon. One Piece le fait, et puis le reste, je m'en fous. Au final, je trouve qu'il y a beaucoup de. Je comprends qu'il y a plein de trucs qui plaisent aux jeunes, etc. Moi, j'y trouve plus mon compte en termes de scénaristique. Par contre, je suis dans une période où je redécouvre énormément de Tezuka. Je me fais des Matsumoto aussi. J'ai lu zéro de Matsumoto il y a pas longtemps. C'est une Mm. des plus grosses torgnoles que j'ai prises en termes de liberté d'expression, de machin et de noirceur dedans. Et en shonen, mais qui n'en est pas un, Doro Doro est un seinen, hein, pas un shonen, mais il y a quand même une vibe un peu aventure, etc. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur un truc où je me suis dit, tiens, ça, je veux faire ça. J'ai envie de faire un truc comme ça. C'est des œuvres qui stimulent tellement, c'est tellement pareil libre, c'est tellement novateur, ça va tellement loin dans certains trucs que voilà, je suis très content de. Je sais très bien que jusqu'à la fin de ma vie, je vais découvrir des trucs qui vont me stimuler, mais voilà, ouais, je suis très content de commencer des séries et de me dire oh là, qu'est-ce que c'est bien ces trucs-là, même les découvrir 10 ans après ou 15 ans après. Et est-ce que ça, du coup, tu te mets des notes? Est-ce qu'il y a des trucs, ça joue dans le processus créatif? Tu mets des trucs de côté, tu dis, ah bah tiens, ça pourrait me servir un jour, tiens, j'aime bien l'idée de ça, ou... Ouais. Ouais, Alors, je le note pas factuellement, je crois pas. Si, je note un petit peu dans des carnets de temps en temps à côté de dessins. Mais de toute façon, quand il y a un truc qui marque véritablement, de toute façon, ça reste, on y pense tout le temps, en se couchant, sous la douche, etc. Machin. Et ça peut être sur n'importe quel type d'œuvre, hein. Moi, je parlais de BD là, mais effectivement, moi, je suis très jeu vidéo. ouais, Et je suis très influencé par les propositions que me proposent des jeux. Alors, c'est souvent des jeux rétro. J'ai pas ni les bécanes ni quoi que ce soit pour me faire des jeux, ni le temps pour me faire des jeux un peu modernes.
Mais refaire un Final Fantasy VII, par exemple, ça restimule à fond la caisse en disant tiens, ça c'est si je faisais du post-apo, je ferais un truc un peu comme ça avec ce genre de délire. Est-ce que j'ai envie de parler un peu d'écologie dans le prochain? Est-ce que j'ai envie de machin? Tiens, j'ai vu Waterworld il y a pas longtemps. C'est vrai qu'un truc, un Mad Max sur l'eau, ça peut être chouette. On se note ce genre de truc-là, et puis au bout d'un moment, on se met à dessiner des trucs qui vont dans cette piste-là, on regarde si ça marche. Et à la fin, ça fait souvent un melting pot de trucs qu'on a bien aimé avant, quoi. Et de toute façon, on crée absolument jamais rien. Ça, je pense, on fonçait des portes ouvertes en disant ça, mais la création, ça n'existe pas. C'est simplement un mix de choses qu'on aime, qu'on remixe, et ça fait une chose un peu nouvelle dessus. Mais moi, Ashura, techniquement, c'est Hokuto no Ken plus genre Léon Bakst et les costumes des ballets russes, plus les mille et une nuits, plus machin, et voilà, ça fait Ashura. Et justement, à propos de ce syncrétisme un peu d'influence et de jeux vidéo, est-ce que aussi Last Man, est-ce que c'est quelque chose que tu as suivi et le fait qu'il passe de BD à jeux vidéo et même à série télé, c'est quelque chose qui t'a enthousiasmé? Oui, oui, moi je suis très content pour eux, pour les auteurs, parce que je trouve que c'est une vraie réussite. Le manga français, je trouve qu'à part de rares exceptions, c'est quelque chose moi qui m'attire pas du tout. Alors, sauf quand c'est Soria et Tali qui fait ça. Et Last Man, ça en fait partie. Pour moi, ça reste un manga parce que dans le format et dans le découpage, etc., c'est extrêmement manga. Et j'ai trouvé ça, j'ai pas fini, mais j'ai trouvé ça extrêmement réussi. Sur, oui, oui, sur le découpage. Après, les types qui bossent là-dessus, c'est pas des rigolos non plus. Mais j'ai trouvé ça très réussi, ouais, je le suivais comme un manga que j'aurais pu suivre étant plus jeune. Je trouvais ça très bien écrit et tout, et le fait que ce soit développé un peu à 360 autour, oui, je trouve ça chouette, ouais, qu'il y ait une série animée qui est un jeu vidéo, c'est le rêve un petit peu de tout le monde de voir son truc adapté à droite à gauche. Moi, j'adorerais qu'on me propose d'adapter Golden Pass ou Ashura Ouais. quelque part. Avis s'il y a des producteurs qui écoutent. J'adorais, oui, c'est non seulement très flatteur, ça fait découvrir à plein de gens, et puis il y a plein d'histoires à raconter par rapport à un univers, quel que soit le médium qu'on choisit, quoi. Et du coup aussi, je reviens à la publication du livre, à la réception. Est-ce que là, le fait qu'il sorte dans une période où on peut pas trop faire des dédicaces en librairie, des choses comme ça, j'ai vu que tu faisais des dédicaces numériques. Je sais pas si tu l'as déjà fait ou tu vas le faire. Comment tu as rencontré un peu le public là? Comment ça s'est passé un peu pour ce deuxième livre? Alors j'ai eu moins d'invitations de libraires que pour Golden Pass. Golden Pass, j'avais vraiment sillonné toute la France pendant 6 mois. Donc il y a moins d'invitations de libraires, ce que je peux comprendre, parce que c'est toute une galère de faire venir. On a le masque, c'est souvent sur comment dire, sur réservation. Par contre, le truc qui m'a enthousiasmé, c'est que j'ai fait 5 dates pour l'instant. J'en refais une demain à Orléans d'ailleurs. C'est de voir que les gens ils sont hyper présents, quoi. J'ai une vingtaine de personnes, 20-25 personnes à chaque fois. C'est génial. J'en attendais vraiment pas tant, quoi, pour la période et tout, de me dire tiens, les gens se motivent pour venir de se déplacer, parce qu'il faut véritablement quand même se motiver en ce moment. Ouais. Et c'est extrêmement touchant, et je suis très content de voir ça. Donc moi je me sens entre guillemets gâté par rapport à la période qu'on voit, qu'on vit, et je me sens gâté par ça et par les invitations que j'ai, comme ce podcast ou cette émission en live ou les podcasts que je fais. Ça c'est très chouette, ouais, c'est très bien. Je me sens gâté par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Nous on a essayé de mettre un peu le paquet sur le trailer là, le magnifique trailer qui a été réalisé par Antoine Sébran. Et comment dire, là-dessus, on a essayé il y a eu une preview aussi, il y a un peu tout ça. Après, non, on n'a pas véritablement commencé à se poser. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas dans les discussions pour savoir comment s'adapter par rapport à ça. Je sais qu'il y a eu des expériences faites par Ron sur Twitch l'année Ouais. dernière, qui était Ouais. une chose trop bien, où il mettait un peu ses ateliers de création un peu online, comme il faisait. Là, il en a refait un récemment pour Mouta 86 avec Simon Hutt. Ouais. C'est hyper intéressant à voir, et je trouve ça génial. C'est un truc qu'on aimerait bien faire, je pense, depuis longtemps, d'avoir un rapport avec le lectorat plus régulier via, je sais pas, peut-être des podcasts, via peut-être des émissions, via des lives, etc. Mais ça demande un investissement
enfin tu sais de quoi je parle, Ouais, j'imagine, qui est pas forcément compatible avec nos métiers d'auteur et eux en plus d'éditeurs. Hein. Ça rajoute une casquette en plus. ouais, Et déjà, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez le temps de bosser. ouais, Mais moi, j'adorerais faire ça, on avait des projets, on en parlait avec Souria, etc. Rien que faire une émission YouTube sur du matos de dessin, ouais, un truc un peu techno, hyper pointu, sur quel feutre tu utilises, machin. Je trouve ça génial, faire l'équivalent même des Manben qu'il y a au Japon, là, le ouais, documentaire c'est Urasawa qui fait ça, je ouais, c'est crois. ça. C'est chef-d'œuvre, ça, c'est hyper bien. Et c'est une manière autre de communiquer avec son lectorat, autre que simplement de faire du Twitch et de demander des dons, etc. Tout ça, qui est un autre métier, qui est chouette aussi, mais moi, j'aimerais bien voir ça un petit peu plus officialisé, effectivement, par un éditeur, un truc comme ça, que simplement que chacun fasse ça dans son coin. Ouais. Et du coup, pour prolonger, puis ça sera ma dernière question, est-ce que toi qui as aimé partager le cahier graphique de recherche, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais pas pour tes prochains projets, de le partager en temps réel un peu sur les réseaux, des choses comme ça, de comment tu travailles, des recherches, comme une sorte de journal de bord, de carnet de bord. Bah, je le fais, hein, je le fais depuis Golden Pass ou machin, ou même un peu avant, je poste régulièrement des dessins, des recherches. Alors, je suis pas beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que je le fais pas. Mais depuis la grande période Tumblr là, de Ouais, 2012-2013, je le fais régulièrement et c'est un truc que j'adorais. Et à mon grand regret, Tumblr est plus du tout comme avant, alors que c'était vraiment la plateforme idéale à un moment pour partager, être suivi et tout. Moi, j'avais commencé à être pas mal suivi justement via Tumblr ouais, dessus. Et ce qui est retombé un peu plus avec bon, Facebook, j'en parle pas, mais Twitter, je trouve ça absolument contre nature pour montrer des dessins. Enfin, et c'est ouais, absolument pas du tout ergonomique, ça croppe les dessins n'importe comment. Et puis s'il y a tout un algorithme qui fait que, voilà, c'est pas forcément, encore une fois, ni la qualité de tes recherches qui vont faire que tu vas être plus vu ouais, qu'un autre. Et en plus, tout ça, la communication sur les réseaux sociaux, encore une fois, pour moi, c'est un métier presque à part entière. Enfin, c'est un métier à part entière, évidemment. C'est donc moi, hormis mettre l'avancée de mon travail au fur et à mesure de temps en temps avec un petit message ou faire un petit fan art de temps en temps d'un personnage de Smash Bros ou truc comme ça, je peux pas faire plus. Et j'ai pas envie en plus de faire plus, c'est un autre métier. ouais, Qui après, oui, je pense que ça peut se faire tout ça avec une coercion au sein entre auteurs du label. mm, Et c'est quelque chose, je pense, qu'à l'étude et qui le sera sûrement. Après, qu'on communique un petit peu tous de manière un peu plus globale. C'est bien, là je parle pas mal du label pour cette interview, bah, c'est bien que de faire de la pub pour l'intégralité du groupe aussi. ouais. C'est intéressant, quoi. Bon bah super, bah on va se quitter sur cette note bienveillante. Oui, Et, toujours. et donc merci beaucoup Baptiste d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous d'avoir posé des questions au début du live. Si vous voulez en savoir plus sur les lames d'Ashura, vous pouvez aller voir, il y a un coup de cœur sur Bubble, il y a un coup de cœur écrit avec des extraits que vous pouvez consulter. Si vous avez loupé le début du live, il y a le replay bien sûr qui est disponible avec tous les autres lives. Et moi je vous donne rendez-vous le 19 mars avec Chloé Wari pour un prochain live. Et ben, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Salut!